Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Ulule où je vais vous parler de crowdfunding et vous présenter les clés de succès pour pouvoir réussir sa campagne. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous détailler les différentes clés de succès et étapes clés pour préparer sa campagne, je vais vous présenter rapidement Ulule et vous réintroduire le financement participatif ou crowdfunding. Ulule, c'est une plateforme française qui a été créée en 2010, donc une des premières en France, et qui a accompagné depuis lors plus de 40 000 projets à se financer. C'est aussi une des premières entreprises françaises à avoir été certifiée B Corp en 2015. Le label B Corp, c'est un label qui est décerné aux entreprises qui répondent à des exigences sociétales et environnementales. Et donc la mission d'Ulule depuis sa création, c'est de donner des ailes à celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable et plus créatif. Voilà, on accompagne vraiment tout le monde à se lancer, que vous soyez un particulier, une entreprise ou une association. C'est vraiment toutes les typologies de projets qui peuvent se lancer en crowdfunding. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'Ulule est une plateforme généraliste. Au-delà des différents statuts des porteurs et porteuses de projets, c'est aussi toute nature de projet que vous pouvez venir faire financer, que vous ayez un projet artistique, culturel ou entrepreneurial, solidaire, etc. Et voilà, il y a vraiment toutes sortes d'initiatives qui peuvent venir être financées sur la plateforme. Alors maintenant, quelques mots sur le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? Quelques éléments de définition. Crowdfunding, ça vient de l'anglais crowd, qui veut dire foule, et funding, financé, donc littéralement financé par la foule. On parle aussi de financement participatif. Donc le principe est dans le nom. Hein. Le but, c'est de faire appel à un grand nombre de personnes pour venir faire financer un projet. Les objectifs, ils sont multiples. Bien sûr, le premier, il est financier, hein, c'est un moyen simple et rapide de trouver des fonds pour financer son projet, mais il faut avoir en tête qu'au-delà des aspects financiers, il y a aussi beaucoup d'intérêts non financiers à faire une campagne. Ça permet notamment de communiquer beaucoup autour de son projet, hein, c'est un gros coup de projecteur, une campagne. Beaucoup de porteurs et porteuses de projets nous le disent, hein, d'ailleurs, après la campagne, c'est qu'au-delà du financement, c'est surtout la communication que ça leur a apporté qui leur a été favorable dans le développement de leur projet. C'est aussi le moyen de tester un marché. Voilà. Si vous avez un nouveau produit que vous souhaitez lancer, le fait de faire une campagne en soumettant au grand public, ça peut vous permettre de voir est-ce qu'il y a réellement une demande. Comme je vous le disais, c'est aussi bien sûr un moyen de gagner en visibilité, puisque encore une fois une campagne, c'est aussi une campagne de com. C'est très souvent un gros coup de boost et de projecteur sur votre projet. Donc ça peut permettre d'avoir notamment des relais presse, médias, etc. Donc de vous faire connaître auprès d'un plus large public et d'une plus grande audience. Et c'est enfin aussi le moyen d'agrandir et de fédérer une communauté autour de son projet. Les avantages de la plateforme Ulule, alors il y en a plusieurs, une petite liste non exhaustive. Le premier, c'est que c'est un outil de collecte de fonds simple, rapide et sécurisé. Ensuite, l'un des principaux avantages, c'est que sur la plateforme Ulule, vous avez un accompagnement personnalisé tout au long de votre collecte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre projet a été accepté, vous avez un ou une coach qui vous est affecté et qui est là pour répondre à toutes vos questions tout au long de la campagne. Donc en amont, bien sûr, avant de vous lancer, une fois que vous êtes en ligne, on est toujours là, et même après, voilà, la personne est toujours là pour vous donner des conseils dans le cadre de votre campagne de financement participatif. Autre atout, depuis 2021, Ulule est aussi un organisme de formation certifié, et on a lancé tout un catalogue de formations autour de l'entrepreneuriat, du crowdfunding notamment. Donc c'est des formations plus poussées de plusieurs jours qui vous permettent, qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Il y a notamment une formation spécifique au crowdfunding de 3 jours qui rentre beaucoup plus dans les détails que ce webinaire. Voilà. Vous aurez les liens à la fin de cette présentation si vous voulez plus d'informations notamment sur les formations. Ensuite, Ulule, c'est aussi une forte communauté.
nombreuses et engagées. Depuis sa création, c'est plus de 4 millions de membres qui sont sur la plateforme. Voilà, donc c'est une plateforme aujourd'hui largement reconnue en France et même en Europe. Et enfin, Ulule, c'est aussi tout un écosystème de partenaires qui viennent apporter de la visibilité et ou un soutien financier. Donc là, c'est pareil, vous aurez les liens à la fin, mais vous pouvez d'ores et déjà regarder si ça vous intéresse sur Ulule, sur le site en page d'accueil, vous avez à la fin la liste des différents appels à projets qu'on a mis en place avec des marques qui soutiennent, donc c'est des entreprises qui vont soutenir des initiatives autour d'une thématique. Et donc il y a en général pour les projets lauréats un abondement financier sur la campagne et aussi de la visibilité et parfois également d'autres choses qui sont offertes aux lauréats. Alors, un petit point théorique, je vous en parle dès à présent puisque c'est quelque chose auquel je vais faire référence tout au long de cette présentation. C'est ce qu'on appelle les 3 cercles de financement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on en parle assez souvent quand on parle de crowdfunding. Ces cercles de financement, c'est des différentes personnes qu'il va falloir aller solliciter au fur et à mesure de votre campagne. Cette mécanique des 3 cercles, elle est vraiment valable, peu importe la typologie de projet que vous avez, peu importe les fonds et l'objectif que vous souhaitez aller collecter. Donc c'est vraiment important de s'y référer et de bien l'avoir en tête. Alors, avant de vous expliquer comment il faut aller solliciter ces cercles les uns après les autres, je vais un peu vous les décrire. Donc au centre de ce cercle, ce qu'on appelle le premier cercle, ça va être vraiment l'entourage très proche du ou de la porteuse de projet ou de l'équipe qui constitue le projet. Parfois c'est plusieurs personnes. Donc voilà, ça va être vraiment, quand je dis entourage très proche, c'est la famille, les amis, voilà, des personnes qui contribueraient à la campagne, même si la jauge était très basse, 0%, avec très peu de contribution. Donc ça c'est le premier cercle, vraiment le noyau dur, les gens très proches de l'équipe du projet. Ensuite, dans le deuxième cercle, vous avez votre réseau un peu plus éloigné. Voilà, les gens qui vous connaissent, mais un peu moins. Et donc ça peut être voilà, des amis d'amis, des anciens collègues, des anciens camarades de classe. Si vous avez déjà créé des réseaux sociaux autour de votre projet, on va plutôt ranger les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux dans ce deuxième cercle, pardon, parce que voilà, c'est des gens qui vous suivent, donc qui connaissent le projet, mais pas forcément de près. Voilà, peut-être qu'ils le connaissent un peu de loin, qu'ils ont liké votre page il y a plusieurs années et qui ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas aussi proches que peut l'être un parent, un ami. Et enfin, dans le troisième cercle, donc là c'est voilà, un cercle encore plus éloigné du porteur de projet, on va ranger la foule d'inconnus, le grand public, voilà, les médias, toutes les personnes que vous aimeriez toucher dans le cadre de votre projet, mais qui ne vous connaissent pas encore. C'est souvent l'intérêt, l'objectif recherché quand on fait une campagne de financement participatif, c'est d'aller chercher un nouveau marché ou une nouvelle audience, ou voilà, à minima chercher des personnes qui ne nous connaissent pas et qui pourraient être à même de participer à notre projet. Alors, bien sûr, en fonction de la typologie de votre projet et de la campagne que vous réalisez, on va pas ranger forcément tout le monde dans ce troisième cercle. Si par exemple votre projet c'est d'ouvrir un restaurant à Nice, bon, ben là l'idée c'est que dans ce troisième cercle, ça va être des personnes qui habitent localement à Nice, qui ne vous connaissent pas encore. Mais l'idée ne va pas être d'aller forcément chercher des gens qui habitent ailleurs en France. Il faut bien sûr que ce troisième cercle, il soit corrélé avec l'objet que vous avez. Si vous voulez financer un livre de recettes végétariennes, bon, et bien dans votre troisième cercle, c'est a priori plutôt des végétariens que vous allez essayer de toucher. Ou alors des gens qui sont proches, qui se rapprochent d'une alimentation végétarienne, mais l'idée n'est pas d'aller chercher des gens qui ne sont pas du tout intéressés par cette alimentation. Donc il faut bien sûr relier ces cercles en fonction de la typologie de votre projet et de la cible que vous avez. C'est important d'avoir défini un petit peu en amont qui est-ce que je veux aller toucher.
Ensuite, ce qu'il faut retenir, maintenant que je vous ai présenté les différents cercles, c'est que c'est très important d'aller solliciter ces cercles les uns après les autres. Vous ne pourrez pas aller toucher un troisième cercle, des inconnus, avant d'avoir réussi à engager votre premier et votre deuxième cercle. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que votre premier cercle puisse vous aider à aller chercher au moins 20 à 30% de votre objectif initial, parce qu'en fait, dans la réalité, des gens qui ne vous connaissent pas, si ils arrivent sur votre page alors que vous avez une jauge à 2-3% avec seulement 2-3 contributions, bon bah en fait il y a peu de chances qu'ils soient engagés, qu'ils aient envie de contribuer à la campagne. Une campagne de crowdfunding, c'est très psychologique. On parle d'ailleurs souvent de la mécanique du restaurant vide et du restaurant plein, pour un petit peu illustrer ce que signifie cette mécanique des 3 cercles. Quelle est cette théorie du restaurant vide et du restaurant plein? C'est que si vous êtes en vacances dans une ville que vous ne connaissez pas, que vous cherchez un restaurant pour aller déjeuner, vous avez 2 options, un restaurant avec beaucoup de monde, voilà, une terrasse pleine, voilà, qui donne envie, et à côté un restaurant qui vous donne aussi envie, la carte a l'air sympa, en revanche il n'y a absolument personne dedans. Bon, eh bien, intuitivement, dans la majorité, les gens vont plutôt avoir tendance à aller dans le restaurant qui est rempli, parce que forcément, c'est un gage de confiance et de crédibilité. C'est exactement la même chose en financement participatif. Une page avec beaucoup de contributions, une jauge qui est déjà haute, beaucoup de personnes qui ont participé, va donner beaucoup plus envie à des gens qui ne vous connaissent pas qu'une page avec très peu de contributions et une jauge basse. Donc c'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un premier cercle engagé à ses côtés qui va pouvoir contribuer rapidement pour vous permettre d'avoir un certain niveau de jauge le plus vite possible et de pouvoir derrière essayer de toucher votre deuxième cercle, puis enfin le troisième cercle. Mais il faut vraiment y aller étape par étape, ne pas brûler ces étapes, puisque tant que vous n'aurez pas réussi encore une fois à fédérer un premier et deuxième cercle autour de vous, vous ne pourrez pas aller toucher des gens qui ne vous connaissent pas. Il y en aura peut-être quelques-unes qui participeront, mais voilà, statistiquement c'est très très faible. Donc il faut vraiment avoir en tête cette mécanique et bien travailler son premier cercle avant de se lancer, c'est tout à fait clé. Ensuite, les étapes pour pouvoir se lancer sur Ulule. La première, c'est de déposer son projet via le lien qui est indiqué, que vous retrouvez aussi sur la plateforme. C'est en fait un brouillon. Voilà, vous avez un court formulaire très rapide à remplir où on va vous demander un certain nombre d'informations sur votre projet. Et en fonction de ça, voilà, nous on vous répondra très rapidement pour vous dire si oui ou non le projet est éligible et adapté à Ulule. Si le projet est accepté, alors là vous avez un ou une coach qui vous est affecté, comme je vous le disais précédemment, et qui sera là pour vous accompagner tout au long de la campagne, à qui vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la campagne. Une fois que vous avez finalisé votre page, donc voilà, renseignez toutes les informations qui sont demandées, vous la soumettez à votre coach. Le coach est là pour vous faire ses retours. Voilà, les retours sur mesure pour vous donner toutes les chances de succès. Une fois que c'est vu avec lui, il valide. Et ensuite, c'est à vous de publier votre projet quand vous êtes prêt, de lancer votre projet et d'animer votre campagne. Alors, maintenant que cette petite introduction est passée, on va rentrer un petit peu dans le dur avec les étapes clés pour réussir sa campagne. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il est très important d'avoir bâti une communauté avant de se lancer. Je m'explique. En fait, on a malheureusement très souvent des personnes qui viennent faire des campagnes en pensant que le crowdfunding c'est un petit peu magique, c'est-à-dire que je vais lancer mon projet, je vais le mettre en ligne et puis là, naturellement, spontanément, des gens vont venir participer et contribuer. Ça ne se passe pas du tout comme ça et d'ailleurs vous comprenez aussi avec la mécanique des 3 cercles dont je vous ai parlé que en fait ça ne peut pas marcher de cette manière. Il faut que le porteur ou la porteuse de projet en amont communique
autour de son projet, auprès de son premier cercle, de son réseau, pour pouvoir lancer la machine et faire en sorte que derrière, des gens qui ne vous connaissent pas puissent participer. Donc le premier écueil à éviter, c'est vraiment celui-ci, hein, c'est de ne pas penser que ma communauté, elle va naître spontanément. Il faut véritablement la bâtir et la construire en amont. C'est très important de préparer un maximum le terrain, de parler autour de soi du projet, de parler de la campagne, de faire de la pédagogie autour de ce qu'est le crowdfunding, pour engager vos proches, leur expliquer en quoi c'est important qu'ils vous soutiennent dès le début, d'identifier le plus en amont possible qui peuvent être vos potentiels soutiens, vous créez une base de contact avec des emails, segmenter les différents cercles, comme je vous l'expliquais précédemment. Si vous avez prévu dans le cadre de votre projet de créer des réseaux sociaux dédiés, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, peu importe, c'est important de les créer en amont et de les faire grandir en amont aussi, parce que c'est un peu la même chose que ce que je vous disais au début. Voilà, les gens ne vont pas non plus spontanément arriver sur vos réseaux sociaux. C'est pas je vais lancer ma campagne et mes réseaux sociaux en même temps et tout le monde va naturellement se retrouver et se réunir sur ces réseaux. En réalité, ça va pas se passer comme ça, et c'est aussi assez long et chronophage. Si certaines ont des réseaux sociaux, vous le savez, avoir des réseaux sociaux qui sont suivis avec des bons taux d'engagement, ça demande un travail, un investissement. Donc encore une fois, si dans le cadre de votre projet, vous avez prévu d'avoir des réseaux sociaux, mieux vaut les créer en amont, y inviter vos proches, les faire grossir, engager petit à petit une communauté sur ces réseaux sociaux pour que cette communauté puisse vous servir au moment du lancement. C'est-à-dire que le but est d'amplifier le succès du démarrage de la campagne grâce à cette communauté. Voilà, si vous lancez la campagne et que vous lancez les réseaux sociaux en même temps, bon, pour les départ, ils seront pas suivis, ça donnera pas confiance à des gens qui verront la page, ça risque plutôt de vous desservir. Voilà. Ceci étant dit, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes obligé d'avoir des réseaux sociaux et une communauté pour vous lancer. Tout ce que je vais vous dire tout au long de cette présentation, c'est bien sûr à corréler avec les objectifs que vous visez. On ne va pas chercher 1000 € en crowdfunding de la même manière qu'on va chercher 5000, 10 000, 20 000, 50, 100 000 €. Donc forcément, tout ça est proportionnel finalement à l'objectif que vous visez. Plus vous avez des ambitions importantes, plus vous cherchez un objectif financier grand à aller collecter, plus vous aurez besoin d'avoir plusieurs centaines, voire milliers d'emails à disposition, plus vous aurez besoin d'avoir une communauté importante et engagée sur les réseaux sociaux. Voilà. Avant le lancement. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui existent sur Ulule, et c'est un petit élément de teasing qui peut être bon à prendre si vous vous lancez et à mettre en place avant le lancement. C'est ce qu'on appelle la page Coming Soon, ou bientôt lancée. En fait, c'est une page qui est disponible sur Ulule à partir du moment où vous avez ouvert une page brouillon. Donc quand vous avez déposé votre projet et qu'il a été accepté, tant qu'il n'est pas en ligne, vous pouvez en réalité d'ores et déjà diffuser l'URL de votre campagne et les gens peuvent se préinscrire. Donc là, vous voyez un exemple où c'est Blooming, un groupe de musique qui sort son premier album. Vous voyez que vous pouvez laisser votre email pour faire partie des premiers à soutenir le projet. Et donc en fait, toutes les personnes qui se préinscrivent recevront une notification de la part Ulule disant que voilà, le projet Blooming est en ligne et que les personnes peuvent contribuer. Donc même si vous n'utilisez pas cette page Coming Soon, c'est bien de faire ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire d'essayer de créer un sentiment d'attente auprès de votre communauté, de vos proches, de vos soutiens, pour expliquer l'enjeu de la campagne, leur faire comprendre l'importance d'un démarrage fort et d'une mobilisation rapide, et faire en sorte que donc dès que vous publiez la page, dès les premiers emails que vous allez envoyer, vous aurez rapidement vos proches qui se mobiliseront parce que ça fait plusieurs semaines, voire mois, que vous leur parlez du projet, qu'ils ont bien en tête les enjeux de la campagne, etc., etc. Plus ça se sera bien réalisé, plus le teasing sera bon, plus vous aurez de chance de faire un bon démarrage et plus vous aurez de chance derrière d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés sur la campagne. Donc c'est vraiment le pré-lancement, la pré-campagne, elle est tout aussi importante que la campagne
en elle-même. C'est souvent une partie qui est négligée, donc c'est pour ça qu'on insiste dessus dans ce webinaire. Ensuite, je vais vous parler storytelling et implication. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? Donc c'est aussi un anglicisme qui veut dire voilà, story, histoire, telling, raconter. C'est votre capacité à raconter une belle histoire. Pourquoi c'est important en crowdfunding? Parce que vous le savez peut-être, si vous-même vous avez déjà soutenu et contribué à des projets. Quand on contribue à une campagne de financement participatif, on soutient un projet, mais on soutient aussi surtout des gens. Et en tant que contributeur et contributrice, on est souvent très curieux de savoir qui se cache derrière un projet, quelles ont été les motivations de la personne qui a lancé la campagne, qui elle est, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça que finalement, vous, votre capacité à incarner votre projet, à raconter une belle histoire, à embarquer les gens dans l'aventure de la campagne, ça va être clé pour pouvoir aussi mobiliser. Donc voilà, on va y revenir, il y a plusieurs moyens de le faire. Ça va être notamment en réalisant une vidéo de campagne où c'est vous qui prenez la parole. Ça va être en expliquant bien sur la page projet qui vous êtes, encore une fois, quelles sont vos motivations, pourquoi vous êtes lancé là-dedans, présenter toute l'équipe. Ça, c'est la première chose. La seconde chose importante à retenir, c'est que en tant que porteur ou porteuse du projet, c'est vous la personne motrice de la campagne. Donc, votre implication, elle va être véritablement nécessaire tout au long de la campagne, du début à la fin. Dites-vous que si vous ne communiquez pas autour de votre projet, eh bien malheureusement, personne ne sera là pour le faire à votre place. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se lancer à un moment où vous êtes disponible, où vous avez du temps à consacrer à cette campagne pour pouvoir être engagé dedans du début à la fin. Ça demande souvent beaucoup d'énergie, mais en général, ce n'est pas de l'énergie pour rien. Tous les retours qu'on peut aussi avoir de la part des personnes qui vous soutiendront reboostent en général beaucoup les équipes qui se lancent. Ensuite, donc maintenant on va passer sur les paramètres un petit peu techniques de la campagne. Le premier, c'est le mode de collecte. Tout ça est aussi très très bien expliqué sur Ulule, hein, quand vous vous lancez, vous avez tout un tas de guides, ressources qui peuvent vous aider. Vous avez aussi encore une fois votre coach qui est là pour répondre à vos questions. Mais là, je vous présente quand même rapidement les deux modes de collecte qui existent sur Ulule. Le premier, le plus connu, c'est la campagne avec contrepartie. Donc le principe, il est simple, c'est qu'en fait, en échange des dons que les personnes peuvent vous faire, 1, 5, 10, 50 euros, vous allez leur offrir en échange une contrepartie. Donc, ces contreparties, on y reviendra après, ça peut être une contrepartie matérielle, une contrepartie symbolique, une contrepartie expérientielle. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous offrez quelque chose en échange du soutien financier. Sur ce type de campagne, vous avez donc un objectif financier. Par exemple, j'ai besoin de 5 000 euros pour finaliser l'aménagement de mon restaurant. Ou ça peut être un objectif de prévente. Autre exemple, j'ai besoin de minimum 100 précommandes de mes baskets faites à partir de plastique recyclé, par exemple. Voilà, ça c'est un objectif de prévente. Sur une campagne avec contrepartie, il est impératif d'atteindre ou de dépasser l'objectif que vous vous êtes fixé dans le délai que vous vous serez fixé pour pouvoir toucher les fonds que vous avez collectés. Je m'explique. Si, je reprends mon exemple de restaurant, vous avez besoin de 5 000 euros pour finaliser l'aménagement de votre restaurant et vous avez défini 45 jours de campagne, eh bien il faut que vous atteigniez 5 000 euros voire plus pour pouvoir toucher les fonds pour pouvoir toucher les fonds que vous avez collectés. Si jamais vous n'atteignez pas la somme de 5 000 euros, alors dans ces cas-là, tout le monde sera remboursé. Il n'y a pas de frais ou de commission Ulule dans ces cas-là, c'est une opération blanche. Mais voilà, vous ne toucherez rien dans ce cas-là. Pourquoi il y a ce principe du tout ou rien sur les campagnes avec contrepartie? En fait, c'est dans une logique de protection des contributeurs et des contributrices, dans la mesure où si vous avez besoin de 5 000 euros minimum pour finaliser l'ouverture de votre lieu, vous proposez en échange par exemple des repas dans le restaurant, on estime que si vous n'atteignez pas cette somme, vous n'allez pas être en mesure de réaliser le projet et donc pas en mesure de livrer les contreparties.
Donc c'est pour ça qu'il y a cette logique du tout ou rien. À côté du mode de collecte campagne avec contrepartie, vous avez un autre mode de collecte plus simple, plus flexible, qui est la collecte de dons. Donc là, c'est vraiment de la collecte simple, où en fait vous recevez des dons uniques ou mensuels, c'est-à-dire que je peux décider de donner une fois 10 €, ou alors je peux décider de donner par exemple tous les mois 5 € à un projet. Dans la collecte de dons, en revanche, il n'y a pas de contrepartie à livrer, et donc, comme il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas non plus ce principe du tout ou rien, vous n'êtes pas obligé de définir un objectif, et vous n'avez pas non plus de durée de campagne, de délai qui doit être ajouté. Tout ça est optionnel. Une fois que vous avez choisi votre mode de collecte, il est à présent temps de construire votre page projet. Donc les pages projet sur Ulule prennent toutes la même forme. Donc vous avez en début de page le titre et le sous-titre. Donc ce qui est important à cet endroit-là, c'est d'avoir vraiment un titre et un sous-titre qui soient clairs et concrets, qui permettent aux gens qui visitent la page en un clin d'œil de comprendre directement ce qu'ils viennent financer. Vous avez ici l'exemple d'une marque de cosmétiques upcyclés, c'est-à-dire que c'est des cosmétiques qui sont faits à partir de déchets, enfin de ressources qui sont réutilisées. Donc c'est bien explicité dans le titre et dans le sous-titre. Le titre c'est Ansem cosmétiques upcyclés bio et zéro déchet. Et dans le sous-titre, on va détailler quels sont les produits qu'on peut trouver sur cette campagne. Donc, shampoing après shampoing, nettoyant corps solide, qui revalorise les ressources de la planète. Voilà, donc c'est vraiment important, encore une fois, qu'on puisse comprendre directement, en un clin d'œil, quel est l'objet de la campagne. Dites-vous que les gens restent quelques secondes sur une page. Si vous ne captez pas directement leur intention, s'ils ne comprennent pas directement ce qu'ils viennent financer, ils partiront. Donc c'est vraiment important de les capter. L'image principale vient aussi renforcer ça. Donc là, j'ai une campagne de pré-vente. L'idée, c'est de mettre en avant avec un beau visuel mes produits, si je suis sur de la pré-vente, pour qu'on puisse, encore une fois, bien voir de quoi il s'agit. Donc là, j'ai tous les produits à l'image. Je vois qu'il y a un petit player aussi sur l'image principale. Vous avez la possibilité de rajouter une vidéo de campagne. C'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. C'est recommandé si vous avez des objectifs ambitieux, si vous espérez collecter plus de 10 000 €. C'est important d'avoir une belle page avec des beaux visuels et une belle vidéo, puisque ça reste un outil de communication assez clé dans une campagne de crowdfunding qui peut être rapidement viralisée sur les réseaux sociaux. Donc une bonne vidéo de campagne, c'est aussi le moyen de réussir sa collecte. Vous trouverez à la fin de la présentation un petit guide réalisé par notre vidéaste pour justement vous donner des bons conseils pour réaliser une bonne vidéo de campagne. Ensuite, vous avez 3 parties dans le squelette Ulule que vous devrez renseigner. Donc la première, c'est à propos du projet. L'idée dans cette section, c'est de vraiment rentrer dans les détails sur le quoi, quand, pourquoi du projet, voilà, de vraiment détailler le plus possible quel est-il et pourquoi vous le faites. Ensuite, vous avez la partie à quoi sert le financement. Donc, dans cette partie, l'idée est de lister vos besoins en financement et d'y associer des montants pour que les personnes qui visitent la page puissent rapidement faire la corrélation entre l'objectif que vous visez et l'allocation des fonds. Le crowdfunding, c'est aussi beaucoup de transparence. Les gens qui vous soutiennent, ils ont en général à cœur de savoir comment seront investis les fonds. Voilà, c'est en tant que contributeur, contributrice, on a envie un peu de redonner du sens à son argent et à ses dons. Et donc, c'est une partie clé, le financement, où il faut être capable d'expliciter ses coûts, ses besoins, son budget, pour rassurer aussi les gens d'une certaine manière et leur expliciter encore une fois ce pourquoi vous faites cette campagne et ce pourquoi vous avez besoin de financement. Et enfin, vous avez la partie équipe, voilà, qui est l'équipe derrière le projet. Donc, je vous en parlais un petit peu quand je vous parlais de storytelling et d'incarnation, d'humanisation de sa page. C'est important dans cette partie-là de mettre des photos pour pouvoir humaniser votre page, voilà, vous présenter l'équipe, expliquer vos motivations. Encore une fois, les gens qui vous soutiennent seront souvent très curieux de savoir
qui vous êtes et pourquoi vous faites cela. Vous avez également d'autres sections que vous pouvez renseigner. C'est pas forcément des sections à proprement parler, vous n'avez pas de section partenaire, mais si vous avez des partenaires dans le cadre de votre projet, que ce soit des médias qui vous ont relayé, un incubateur par lequel vous êtes passé, d'autres entreprises qui vous soutiennent, n'hésitez pas à les mettre en avant sur votre page, parce que d'une part, ça permet de crédibiliser le projet auprès des futurs soutiens, et d'autre part, si en cours de campagne, vous demandez à ces partenaires de relayer le projet, bon, eh bien, le fait que vous les valorisiez sur la page, ça leur donnera peut-être davantage envie de le faire. À la toute fin de votre page projet, vous avez une section réseaux sociaux et liens où on vous invite à ajouter tous les liens vers vos réseaux sociaux et sites internet si vous en avez. Pourquoi? Parce que je le disais au début, une campagne, ça vous permet en général de gagner en visibilité, de faire grandir votre communauté. Il y a potentiellement beaucoup de gens qui vont découvrir le projet via cette campagne. Donc c'est important de leur donner un moyen de continuer à vous suivre par la suite et de bien ajouter vos réseaux sociaux pour, encore une fois, justement, les faire grandir grâce à cette campagne. Vous avez aussi une section qui est optionnelle, mais qu'on vous invite à renseigner, qui est la section Impact, Défis, Label, Objectifs de développement durable. Une grosse partie des projets financés sur Ulule répondent à différents objectifs de développement durable, donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à le mettre en avant, c'est une section auquel les contributeurs et contributrices sont assez sensibles et attentifs. Voilà, donc n'hésitez pas également à renseigner ces sections. Alors maintenant qu'on a parlé de la page projet, on va parler ensuite d'un nouveau point qui est aussi assez clé, c'est l'objectif et les paliers de dépassement. Alors l'objectif financier que vous vous fixez, c'est important de bien le définir, surtout si vous êtes sur une campagne avec contrepartie, parce que je le rappelle, Ulule fonctionne sur le principe du tout ou rien. Dans ce cas, ça veut dire qu'il va falloir atteindre l'objectif ou le dépasser pour pouvoir toucher les fonds. Donc nous, on vous conseille vraiment de bien mesurer en amont la faisabilité de l'objectif que vous vous fixez. Comment faire? Alors, quelques éléments de réponse, même si in fine c'est vous qui êtes le ou la mieux placé pour définir cet objectif. La première chose à avoir en tête, c'est que nous, on va toujours vous recommander de partir sur le minimum vital plutôt que sur la somme idéale. Pourquoi? Parce que, je vous le disais aussi, une campagne de crowdfunding, il y a un effet très psychologique. Plus vous allez avoir une jauge haute, plus ça va donner envie à des gens de vous soutenir. Donc, il vaut mieux partir sur un objectif bas, le minimum, l'atteindre le plus vite possible, sécuriser les fonds, et ensuite dépasser cet objectif dans le temps de campagne qui vous reste, pour voilà, surfer sur le succès, donner envie aux gens. Encore une fois, l'effet jauge, l'effet psychologique, il est très important, donc il vaut mieux avoir une jauge qui est vite atteinte et qui va rapidement au-delà des 100%, plutôt que de peiner pendant toute la durée de votre campagne à essayer d'atteindre les 100% et de risquer de tout perdre jusqu'au dernier moment. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Essayez budgétiser vos besoins, partez sur le minimum et ensuite essayez de le dépasser. Deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à réfléchir au nombre de contributions, ou de contributeurs et contributrices dont vous allez avoir besoin, plutôt qu'en objectif financier. Je m'explique, sur Ulule, et sur toutes les plateformes de crowdfunding en général, le don moyen est de 50 €. Ça veut dire que si par exemple vous avez besoin de 5 000 € pour financer votre projet, ça représente 100 personnes à aller chercher dans la mesure où le don moyen est de 50 €. Donc là, à vous de voir, ok, 100 personnes, est-ce que ça me paraît réaliste en fonction de mon réseau, du nombre d'emails que j'ai à disposition, du nombre de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, etc. etc. Dites-vous bien que ce n'est pas parce que vous avez 100 emails à disposition que les 100 personnes vont participer. Il n'y a pas de chiffre magique, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que ces emails ils sont qualifiés? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez bien, qui connaissent bien le projet, etc. Au contraire, voilà, si c'est des emails pas du tout qualifiés de personnes qui vous connaissent pas, il y a peu de chances que ces personnes participent. En tout cas, voilà, sachez que il faut, voilà, pour aller chercher 100 personnes, il faut que la page elle soit vue plusieurs centaines, voire milliers de fois par des personnes plus ou moins qualifiées.
Ensuite, troisième chose à avoir en tête, dont je vous ai déjà parlé, c'est l'importance du premier cercle. Voilà, rappelez-vous qu'il faut impérativement avoir 20 à 30%, de pouvoir sécuriser grâce à votre premier cercle au moins 20 à 30% de votre objectif. C'est-à-dire que si vous avez un objectif un peu ambitieux, par exemple de 10 000 € minimum, c'est vraiment votre minimum pour financer votre projet, bon, il faut impérativement que vous soyez sûr avant de vous lancer que vous allez avoir au moins 2 à 3 000 € de fonds qui vont être donnés sur la campagne par vos proches, parce que sans ça, encore une fois, si vous n'avez pas ce premier cercle engagé, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher au moins 30% avec votre premier cercle, et des gens qui ne vous connaissent peu, voire pas du tout, ne seront pas du tout engagés à vous soutenir. Ensuite, quatrième conseil, ne pas miser uniquement sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, on a quelques chiffres. Le taux de conversion, par exemple, des fans Facebook, c'est assez faible, c'est entre 1 et 10%. Ça se comprend assez aisément puisqu'on ne like pas aussi facilement une page qu'on sort sa carte bleue pour soutenir un projet. Donc voilà, dites-vous que ce n'est pas parce que vous avez 100 personnes qui ont aimé votre page sur Facebook que ces 100 personnes vont contribuer à votre campagne. Dans la réalité, ça va être plutôt entre 1 et 10 personnes. Et avec les algorithmes aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué également de réussir à toucher les gens via nos posts, donc il ne faut impérativement pas miser uniquement sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Et enfin, prenez tout en compte. Voilà, nous on vous conseille vraiment de budgétiser au mieux tous vos besoins, de ne pas oublier de prendre en compte la commission Ulule. Elle est de 8% TTC. C'est comme ça que la plateforme se rémunère, c'est-à-dire qu'on prélève 8% des fonds collectés en cas de succès pour les campagnes avec contrepartie. Donc ça, il faut vraiment prendre en compte dans votre budget. Prenez aussi en compte les taxes qui peuvent être liées à votre statut. Si vous êtes une entreprise et que vous faites de la prévente, eh bien il y a de la TVA à prendre en compte sur ces préventes. Voilà, donc pensez vraiment à tout, budgétiser au mieux pour pouvoir partir sur le minimum et ensuite réfléchir à ce qu'on appelle des paliers de dépassement. Les paliers de dépassement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de dire par exemple, je reprends mon exemple du restaurant, j'ai besoin de 5 000 € minimum pour finaliser l'aménagement de ce café-restaurant, pour acheter, je ne sais pas, par exemple, de l'ameublement, voilà, des tables, des chaises, etc. C'est le minimum. Et si par contre j'atteins les 5 000 €, si j'atteins 150% de mon objectif, donc 7 500 €, je vais pouvoir acheter davantage de machines pour la cuisine, pour le café, ou que sais-je, organiser une soirée d'inauguration, organiser plus d'événements, etc., etc. L'intérêt d'avoir des paliers de dépassement, c'est que si vous atteignez vite votre objectif et qu'il vous reste plusieurs jours, voire semaines de campagne, eh bien, ça vous permet de dire aux gens qui arrivent sur votre page, voilà, l'objectif est atteint, mais si vous vous donnez, voilà, votre don a toujours un sens puisque vous pouvez nous permettre d'aller plus loin dans la réalisation du projet. Si je prends un autre exemple, assez courant aussi, vous avez un projet d'édition, vous avez besoin de 2 000 € pour finaliser l'auto-édition de votre BD. Avec 2 000 €, c'est juste, mais vous le faites. Bon, mieux vous partir sur 2 000 € et ensuite expliquer aux gens que si vous atteignez 4 000 € par exemple, vous allez pouvoir réaliser la BD, mais dans de meilleures conditions, avec un meilleur papier par exemple. Si ensuite vous avez 300% de l'objectif, ça peut être peut-être des pages supplémentaires, ensuite une meilleure rémunération des illustrateurs, illustratrices ou de vous-même, etc., etc. Voilà, l'idée étant de dire encore une fois, l'objectif est atteint, le projet va se réaliser, mais si vous continuez de partager la campagne autour de vous, continuez à nous soutenir, on pourra aller plus loin, faire plus, améliorer le projet et peut-être aussi trouver des surprises pour récompenser les contributeurs et contributrices qui vous auraient soutenu. Si je reprends mon projet d'édition, ça pourrait être aussi de dire, bon voilà, si on atteint 200%, ce sera une BD de meilleure qualité avec un meilleur papier, et en plus, on offre un marque-page à toutes les personnes qui nous ont soutenus. Donc voilà pour la logique de la définition de l'objectif et des paliers de dépassement. Je vous invite à ne pas hésiter à vous inspirer de campagnes similaires sur Ulule, voilà, pour pouvoir aussi vous donner des idées ou bien demander directement à votre coach qui puisse vous donner des idées. Maintenant qu'on va parler de l'objectif, on va ensuite parler de la durée de la campagne. Alors, la durée d'une campagne.
Elle est obligatoire, encore une fois, pour les campagnes et contreparties, mais est optionnelle pour une collecte de dons. Donc, dans tous les cas, c'est comme l'objectif, on vous recommande d'en indiquer une, parce que ça va participer à un effet d'urgence qui va permettre d'engager plus facilement les gens. Une bonne durée, c'est une campagne pas trop courte, mais pas trop longue non plus. On la situe entre 30 et 45 jours. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la bonne durée qui va vous permettre de maintenir une campagne dynamique, de réussir à engager des soutiens, d'augmenter encore une fois un effet boule de neige et un effet d'urgence. Si vous avez une campagne trop longue, les risques, c'est que ça s'essouffle, c'est qu'il y a un effet procrastination très fort de la part des soutiens. Si j'arrive sur une page et je vois qu'il reste 3-4 mois de campagne, bon, et ben le risque, c'est que je me dise, j'ai le temps, je contribuerai plus tard. Donc, finalement, les personnes ne reviennent jamais contribuer. Donc c'est pour ça vraiment que nous, on vous recommande une durée entre 30 et 45 jours. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que peu importe le type de campagne, la dynamique des fonds collectés, elle est toujours la même. Vous allez toujours avoir une courbe qui ressemble beaucoup à un U. C'est-à-dire que, normalement, si vous avez bien préparé votre campagne, bien fédéré votre premier cercle, au moment du lancement, vous avez beaucoup de contributions. Ça va très vite se ralentir au bout de quelques jours. Et normalement, ça se réaccélère dans les derniers jours de campagne. Voilà. Surtout si vous réintensifiez les communications, mettez en place un décompte, J-7, J-5, J-3, J-1. Voilà, normalement, il y a tous les gens qui se réveillent, voilà, ceux qui n'ont pas encore contribué, pour ne pas passer à côté de la fin. Donc ça, c'est vraiment 2 temps forts dans la campagne, le début et la fin. En revanche, tout le milieu de campagne, c'est très souvent un peu une période plus compliquée. On appelle ça un peu le ventre mou, la traversée du désert de la campagne, puisque, encore une fois, les contributions ont tendance à beaucoup se ralentir. Donc votre enjeu, on va y revenir par la suite quand on va parler animation de campagne, mais c'est de chercher à garder dynamique tout le milieu de campagne, mettre en place différentes actions de communication pour vous permettre d'aller chercher des contributions aussi pendant le milieu de campagne. Et donc c'est notamment à cause de cette forme en U que nous on recommande de faire des campagnes de 30 à 40 jours, c'est parce que si vous rallongez, en fait la conséquence c'est que ça va simplement augmenter le ventre mou, cette période de ralentissement de la campagne. Donc ça sert à rien, encore une fois, de rallonger une campagne, ça ne permet pas de collecter plus. Au contraire, ça peut plutôt vous desservir. Donc voilà, 30-40 jours en fonction de l'objectif que vous visez et aussi des différentes actions de communication que vous avez prévues. Il faut garder en tête qu'une campagne, pour qu'elle soit dynamique, il faut aussi l'animer. Donc plus vous allongez votre campagne, plus ça va vous demander aussi de créer différents contenus tout au long de la campagne. Et le risque, c'est que vous risquez de vous épuiser à communiquer, voire de lasser les gens. Donc attention à ça. Passons maintenant aux contreparties. Alors les contreparties, pour rappel, c'est uniquement si vous avez choisi le mode de collecte campagne avec contrepartie. Dans ce cas-là, elles sont obligatoires. Vous pouvez en proposer entre 4 et une dizaine. Voilà, on recommande de pas aller au-delà, puisque vous risquez un peu de perdre les gens s'il y en a trop. Les contreparties sur Ulule, elles peuvent être seulement de 3 types. Soit matériel, par exemple, si vous lancez une marque de cosmétiques, vous pouvez proposer en échange, a priori, voilà, les produits que vous allez sortir, donc savon, etc. Elles peuvent être aussi symboliques, typiquement un grand merci, l'avancée de la suite du projet sur les réseaux sociaux, un petit mot de remerciement, etc., etc. Ça peut être aussi des contreparties expérientielles. Si par exemple vous êtes dans le cadre de l'ouverture d'un lieu, une contrepartie assez populaire, ça va être l'invitation à une soirée d'inauguration du lieu. En revanche, les contreparties que vous proposez, elles ne peuvent pas être de nature financière sur Ulule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer aux gens un retour sur investissement ou bien la prise de participation au capital de votre entreprise. Ça, c'est d'autres types de crowdfunding, ce qu'on appelle du crowd equity ou du crowd lending, mais ce n'est pas quelque chose qui est autorisé sur Ulule. En revanche,
contrepartie matérielle, symbolique ou expérientielle. Vous pouvez mixer, hein. Il ne faut pas choisir un type de contrepartie par campagne, vous pouvez très bien avoir dans votre schéma de contrepartie des contreparties matérielles, des contreparties symboliques, mêlées avec des contreparties expérientielles. Tout peut être imaginé. Ce qui est important de retenir, c'est que dans tous les cas, peu importe la nature de la contrepartie, il faut véritablement qu'elle soit en lien avec votre projet. N'allez pas proposer des choses qui n'ont rien à voir. Si vous venez financer un projet de spectacle vivant, par exemple, bon, eh bien là, la contrepartie phare de votre projet, ça va être bien sûr une place pour pouvoir voir ce spectacle. Il faut toujours penser à ça. Voilà, quelle est là où les contreparties phares de mon projet, qu'est-ce que les gens vont s'attendre à recevoir dans le cadre de cette campagne. C'est ça qui va intéresser les gens et c'est ça qu'il faut leur proposer. Ça ne sert à rien de proposer des choses complètement décorrélées du projet. Ces contreparties, elles sont aussi très souvent proportionnelles à la hauteur du soutien. C'est-à-dire que plus les gens vont donner, plus l'idée va être de leur proposer différentes contreparties. Par exemple, si je prends le projet de financement d'un livre, bon, eh bien, admettons que le livre coûte 20 €. À partir de 20 €, vous pouvez proposer le livre, et puis vous pouvez ensuite imaginer que si la personne vous donne 25 ou 30 €, ça peut être le livre avec un marque-page ou une carte postale et une dédicace. Si la personne donne 50 €, là, je peux avoir potentiellement 2 livres, et puis aussi, encore une fois, peut-être un marque-page ou une petite chose en plus. Etc., etc. Vous pouvez avoir des packs librairies dans ce cadre-là, avec 10 livres, par exemple, pour des librairies partenaires que vous auriez pu avoir, que vous pourriez identifier, etc., etc. Autre exemple, je reprends l'ouverture d'un lieu, un restaurant par exemple, vous pouvez imaginer que pour 5 €, ça va être très symbolique, un grand merci, peut-être le nom des contributeurs et contributrices affiché dans le lieu, c'est une contrepartie qui est assez populaire pour des lieux. Et puis ensuite, pour 15 €, ça peut être en plus du nom dans le lieu, une invitation à la soirée d'inauguration. Et ensuite, pour 25 €, vous avez toutes les contreparties précédentes, le nom dans le lieu, l'invitation à la soirée d'inauguration, et puis un repas, etc., etc. Voilà, l'idée, encore une fois, étant que ce soit proportionnel à la hauteur du soutien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités des contreparties, puisque tout ça est très bien expliqué sur Ulule et quand vous créez votre page projet, mais sachez que vous avez vraiment de quoi jouer avec les contreparties et la possibilité d'ajouter de nombreuses choses. Vous pouvez proposer par exemple des contreparties secrètes. Ça veut dire que ça va être des contreparties qui vont être accessibles uniquement via un lien que vous pourrez proposer à une partie de votre communauté pour les récompenser, peut-être pour vos proches, peut-être dans le cadre d'un partenariat que vous pourriez faire avec notre marque, etc., etc. Vous avez la possibilité de mettre une contrepartie à la une. En réalité, sur la page, les contreparties, elles vont s'afficher par ordre croissant de prix, mais si vous avez une contrepartie un peu phare, un peu star que vous voulez mettre en avant, vous avez la possibilité de le faire, pour pouvoir orienter les gens vers cette contrepartie. Vous pouvez aussi ajouter des variations. Si par exemple, vous voulez financer une marque de vêtements et que vous proposez 2 t-shirts et que vous voulez que les gens puissent choisir leur taille, dans les contreparties, c'est possible. Vous pouvez limiter la quantité également. Si par exemple, voilà, vous voulez financer un livre et que les 50 premiers seront dédicacés, vous avez la possibilité de limiter cette quantité, etc., etc. Avant de passer à la suite, quelques chiffres. Je vous le disais plus tôt quand on parlait de l'objectif. Le don moyen, il est de 50 €. Voilà, donc c'est important que pour 50 €, vous ayez quelque chose qui soit vraiment engageant et exclusif. Il faut absolument que la contrepartie phare, elle soit contenue dans ce package. Bon, bien sûr, tout ça va dépendre de la typologie de projet que vous avez. Si vous lancez, si vous faites une campagne pour financer une première production de basket, que la basket coûte 100 €, bon, bien, la contribution moyenne, elle sera plutôt aux alentours de 100 €. Mais voilà un petit peu des chiffres moyens. Maintenant qu'on a parlé un peu de tous les paramètres qu'il fallait définir sur sa campagne, les écueils qu'il fallait éviter, on va parler de l'animation de la collecte, une fois que la page est en ligne. Alors, donc là, je vais de nouveau beaucoup faire référence à la mécanique des 3 cercles, puisque comme je vous le disais, à partir du moment où vous cliquez sur le bouton publier et que votre page est en ligne, la première chose à faire, ça va être de solliciter votre premier cercle pour obtenir rapidement vos premières contributions, faire grimper votre jauge et atteindre le plus vite possible ce seuil psychologique de 20-30%. Tant que vous n'avez pas atteint ce seuil psychologique, on vous déconseille très fortement
de communiquer sur vos réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit d'expérience, l'effet escompté arrive rarement. Si vous publiez votre page et que vous passez votre page en ligne et que vous la partagez directement sur vos réseaux sociaux, alors que la jauge est à 0% avec 0 contribution, malheureusement, ça risque de ne pas donner envie à beaucoup de gens, et le risque, c'est qu'il ne se passe rien. Donc, nous, on vous conseille vraiment, au moment de la publication et de la mise en ligne de votre page, de d'abord faire ce lancement qu'on peut appeler lancement sous-marin, où vous allez faire des messages privés, personnalisés, le plus individualisé possible à votre premier cercle, vos proches, amis, famille, les gens à qui vous aurez déjà parlé de cette campagne et du lancement. Voilà, leur faire des messages perso et individualisés pour obtenir rapidement les premières contributions. Une fois les 30% atteints, donc en fonction de l'objectif, ça peut être quelques heures, quelques jours, enfin le plus tôt sera le mieux en tout cas, mais seulement une fois que ces 30% sont atteints, là vous pouvez essayer de passer au deuxième cercle et donc commencer à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lancement un peu plus officiel, où vous commencez à partager publiquement la campagne. C'est aussi le moment où vous allez pouvoir commencer à demander à votre premier cercle de relayer autour d'eux. Voilà, puisque là, ça y est, ça donne un peu plus envie. Donc l'idée étant que vos premiers soutiens deviennent vos ambassadeurs, en parlent autour d'eux et que vous touchiez les amis d'amis, que vous essayez de toucher aussi le second cercle. Une fois que vous avez réussi à mobiliser premier et deuxième cercle, que vous avez dépassé le seuil de 50%, là c'est le moment où vous pouvez mettre en place des actions pour essayer de toucher le troisième cercle. Donc voilà, le grand public, les inconnus, les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Pour ça, il y a tout un tas de leviers à disposition, donc ça dépend vraiment du temps que vous avez, des priorités que vous aurez définies. Dans tous les cas, plus vous aurez préparé en amont un calendrier de communication avec différentes actions à mettre en place, plus ce sera facile pendant la campagne et vous n'aurez qu'à dérouler ces actions. Donc il y a plusieurs moyens d'essayer d'aller toucher le troisième cercle. La presse, les médias, essayer de faire de la publicité en ligne, essayer de faire des partenariats avec d'autres marques. L'idée étant de générer un maximum de trafic, de vues sur votre page pour pouvoir ensuite essayer d'avoir un maximum de contributions. En tous les cas, gardez en tête qu'une campagne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, et qu'il faut vraiment être rigoureux et être animé en fait tout au long de la campagne avec différentes actions pour encore une fois essayer de relancer cette période de ventre mou un petit peu plus compliquée à gérer, où les contributions ont tendance à baisser. Et enfin, dans les derniers jours de campagne, donc là c'est encore une fois une période importante où les contributions ont tendance à augmenter si vous communiquez bien, puisqu'il y a encore une fois tous les retardataires qui se réveillent. Donc c'est vraiment à partir de J-7 le moment où il faut essayer de créer cet effet d'urgence via vos communications pour convaincre les retardataires et les procrastinateurs de contribuer. Donc voilà, mettez des décomptes dans tous vos posts, sur tous vos réseaux, relancez quelques actions pour ces derniers jours et essayez de faire revenir un maximum de personnes sur la page et même de nouvelles pour leur donner envie de contribuer en leur disant bien que c'est maintenant ou jamais pour le faire. Vous avez différents piliers dans votre communication lors d'une campagne, différents leviers à votre disposition en fonction des différents cercles que vous allez essayer de toucher et de solliciter. Le premier, le nerf de la guerre, c'est vraiment les emails. Hein. C'est vraiment ce qui vous permet d'avoir un contact direct avec les gens. Et c'est surtout le levier le plus efficace. Donc plus vous aurez en amont de votre campagne une base de contacts qualifiés, de personnes intéressées par le projet de la campagne, plus vous aurez de chances de faire un bon démarrage et aussi d'atteindre vos objectifs. Donc c'est assez clé. Et c'est aussi notamment souvent la manière dont vous dialoguez avec votre premier cercle, votre réseau de proches. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les news, Ulule. Donc sur une page Ulule, au-delà de la description, vous avez aussi un onglet news. Une page Ulule fonctionne un petit peu comme un blog, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir donner des nouvelles tout au long de la campagne aux personnes qui vous ont soutenu en publiant ces fameuses news. Donc en fait, quand vous publiez une news, elle est envoyée automatiquement par email à toutes les personnes qui vous ont soutenu.
L'idée étant de garder le lien avec vos soutiens tout au long de la campagne, leur donner des nouvelles de la collecte, les embarquer dans les coulisses de l'aventure et de cette manière essayer de les transformer en ambassadeurs. Faire en sorte que cette personne, au-delà de sa contribution, partage aussi le projet et qu'il y ait un effet boule de neige qui se mette en place. Vous avez aussi une section commentaires. Voilà, l'idée d'une campagne, c'est aussi de pouvoir avoir du feedback, des retours sur votre projet, de votre produit. Donc on vous conseille vraiment de répondre quotidiennement à ces commentaires pour montrer votre implication et votre réactivité dans la campagne. Les réseaux sociaux, on en a déjà parlé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'élargir votre communauté et de l'engager davantage à travers tous les posts que vous allez pouvoir faire sur le projet en amont, pendant. Vous pouvez aussi tester de faire un petit peu de campagne de pub. Ça peut être un bon levier pour aller chercher du troisième cercle. En revanche, c'est assez technique et ça demande un budget, donc mieux vaut se renseigner en amont si vous voulez le faire, ou alors travailler avec des personnes qui peuvent le faire pour vous. La presse, les médias, pour pouvoir gagner en visibilité, en notoriété, toucher un public plus large. Donc ça c'est pareil, c'est un peu un travail de fourmi. Mais ça peut être un bon boost. Donc on vous conseille aussi pour ça de le travailler en amont, puisque une campagne c'est assez court. Donc le risque si vous commencez à travailler la RP seulement en cours de campagne, c'est que les éventuels médias ou journalistes qui vous répondent le fassent après la campagne. Donc mieux vaut se préparer aussi là-dessus. Et enfin, il y a aussi la communication hors ligne. C'est d'autant plus vrai pour les projets locaux. Voilà, des événements pour vous permettre de rencontrer votre public, créer un lien plus fort, faire jouer le réseau de voisinage, notamment sur l'ouverture de lieux, ce genre de choses. Créer des événements pour le lancement de sa campagne, pour la fin. Ça, c'est aussi des choses qui sont souvent appréciées, qui demandent du temps, mais ça peut être un pilier. Encore une fois, tout ne peut pas être forcément fait, que ce soit en termes d'animation, d'action. Tout ça est encore une fois à corréler avec les objectifs que vous avez, le temps que vous avez. Et on vous conseille de toute façon, tout au long de la campagne, de prioriser, voilà, tester, voir ce qui fonctionne le mieux et se concentrer sur les actions qui fonctionnent le mieux pendant votre campagne. Une fois que tout ça est fait, le vrai travail commence. Une fois la campagne terminée, si vous avez atteint vos objectifs, touché les fonds, il faut maintenant gérer la suite. Pour l'envoi des contreparties, si vous êtes dans le cadre d'une campagne avec contrepartie, vous avez sur Ulule, tout au long de la campagne et même après, à disposition bien sûr toute la liste de vos contributions, tous les contributeurs et contributrices, les contreparties qu'ils ont choisis, les informations dont vous avez besoin pour leur envoyer leur contrepartie, tout ça est disponible. Vous pouvez exporter cette liste sous format Excel. C'est très important de tenir informés vos soutiens tant que les contreparties ne sont pas envoyées. Il peut avoir du retard, ça arrive souvent, mais ce que les gens attendent de vous, c'est de la transparence et c'est de les tenir informés. Voilà, ils vont pas vous en vouloir s'il y a du retard, ils savent très bien que sur Ulule, c'est pas comme sur Amazon, ils vont pas recevoir leur contrepartie le lendemain. Ils savent qu'ils soutiennent des gens qui se lancent très souvent, mais l'important c'est vraiment de les tenir informés. C'est vos premiers ambassadeurs, donc si vous les chouchoutez, ils vous font de la très bonne pub, ils vous recommanderont et c'est vraiment un socle très fort quand on démarre son entreprise par exemple. Donc c'est important vraiment d'entretenir un très bon lien avec eux et de les tenir informés, au moins jusqu'à l'envoi des contreparties et même après. Vous avez toujours accès à la section news, donc nous on vous recommande vraiment de continuer à leur donner des nouvelles régulièrement quand vous avez des sujets, des actus qui peuvent les intéresser. Voilà, donc comme je disais, servez-vous de cet outil pour les remercier, pour leur partager les avancements du projet et bien sûr leur donner des informations sur l'échéance des contreparties. Et pour finir, quelques guides pratiques pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin, des conseils pour créer sa page et aussi des conseils pour l'animer. On rentre un petit peu plus dans les détails des différents éléments dont je vous ai parlé. Et enfin, les fameuses ressources dont j'ai pu vous parler également tout au long de la campagne, le lien vers tout notre catalogue de formations approfondi, l'aide en ligne Ulule pour tout savoir sur le fonctionnement de la plateforme, nos conseils pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, les conseils de notre vidéaste pour réaliser une bonne vidéo de campagne, notre blog, nos statistiques en temps réel, des informations sur le traitement fiscal des comptables des dons, et enfin un guide pour faire des pubs. Voilà, et bien écoutez, merci à toutes et tous pour votre écoute. J'espère que ce petit webinaire vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'une campagne de crowdfunding et vous aura donné toutes les clés
pour vous lancer. À bientôt.